Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Désencombre-toi pour gagner de l'espace, du temps et de l'argent. Ce contenu se présente en 5 étapes avec des réflexions et des exercices à la fin de chacune d'entre elles. Tu pourras faire pause à tout moment, y revenir plus tard et tu pourras aussi te servir du document qui t'est envoyé pour un petit peu retrouver les différentes étapes, les différents contenus, les théories, etc. Donc pas de panique, tu le fais à ton rythme et quand ça t'arrange. Alors, le désencombrement n'est pas une fin en soi. L'objectif de désencombrer, c'est pas d'avoir une maison qui ressemble à un catalogue où rien ne bouge, où il n'y a pas de vie, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut connaître dans une vie de famille notamment ou dans une colocation, peu importe, même quand on vit seul. L'objectif, c'est de désencombrer, d'arriver à quelque chose qui nous convient, qui nous plaît, dans lequel on se sent bien et pouvoir faire de la place pour ses projets, ses rêves, ses aspirations et tout ce qu'on a envie de mettre dans ce nouvel espace qu'on aura su se créer avec ce temps qu'on aura pu gagner grâce au désencombrement, avec cet argent qu'on ne dépensera plus à tort et à travers. Donc c'est vraiment ça l'objectif du désencombrement. Alors avant de me lancer dans le vif du sujet, petite présentation rapide pour te dire comment j'en suis arrivée là, un petit peu mon cheminement, mais en version très synthétique. Donc j'ai 39 ans, je m'appelle Elena, je suis née au Portugal et j'habite en Belgique depuis plus de 30 ans avec mon conjoint et ma fille dans une maison qu'on a depuis quelques années. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la communication, c'est mon diplôme de base, dans l'associatif essentiellement pour défendre voilà, toutes sortes d'intérêts qui me tenaient à cœur. Et j'ai suivi une formation de home organizer en 2022 pour me lancer finalement dans cette magnifique activité en 2023, sachant que j'ai toujours été super organisée, que c'était vraiment quelque chose d'inné, mais j'ai pu le professionnaliser pour en faire un vrai métier et pas seulement l'appliquer dans mon quotidien, avec mes proches, etc. Très rapidement mon parcours, donc j'ai pas toujours été entre guillemets minimaliste et dans la seconde main, dans le côté épuré. Au contraire, j'étais une shopping addict pendant très 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 longtemps, dans toute mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. C'était shopping à gogo. J'avais la collectionnite aiguë en chaussures, en vêtements, en livres, en CD, enfin tout ce que je pouvais collectionner, vraiment, j'adorais ça. Sachant que j'ai vécu une enfance plutôt précaire, on n'avait pas beaucoup de moyens, famille monoparentale, etc. Donc c'était vraiment compliqué. Aucune éducation financière, pas de gestion. Et donc le peu d'argent qu'on avait, on le dépensait pas forcément à bon escient. Et j'accumulais toutes sortes d'objets, de vêtements bon marché, prise un peu dans cette frénésie de consommation et cette envie d'avoir tout ce qui brille et qu'on me présentait, qui me faisait rêver. Grâce à mes aptitudes en rangement, en organisation, ça n'a jamais été le bazar. Donc j'avais beaucoup de choses, mais elles étaient bien rangées. Donc je me rendais peut-être pas forcément compte qu'il y en avait trop. Ensuite, avec ma vie d'adulte, notre vie de couple, on était resté dans cette veine de shopping, consommation, etc. En devenant parents en 2016, notre accumulation à deux s'est mise à être encore plus plus importante avec l'arrivée d'un enfant et tout le matériel qu'on a acheté, etc. Même si on faisait déjà quand même attention à nos finances parce qu'on avait le projet de pouvoir acheter un bien qui serait à nous. Et donc, on était déjà beaucoup dans la seconde main, dans l'échange avec d'autres personnes, etc. Donc, c'était les brocantes et tout. Donc, on était déjà dans ce mode de vie, mais on avait quand même encore énormément de choses. Ensuite, donc, on a acheté une maison, on a déménagé. Et puis, là, avec le confinement et les difficultés de cette période, j'ai fait un burn-out. Et pendant ce burn-out, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une super coach qui m'a vraiment aidée à mieux me connaître, à m'analyser, à voir ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et en parallèle, j'avais entamé un nouveau job, mais à la fin de mon burn-out, à la fin, entre guillemets, mais ça ne me convenait pas, je me sentais pas à ma place. Et donc, j'ai commencé une formation de home organizing pour un petit peu me redonner du souffle, me redonner du sens. Et je pensais pas du tout en faire un métier à part entière. C'était plus parce que ça me passionnait, notamment lié au développement personnel et tout ce qu'il y a à découvrir dans cette matière-là.
Et donc j'ai démarré cette formation-là sans trop savoir où ça allait me mener. Et en parallèle, j'étais aidante proche pour ma maman qui est malheureusement décédée d'un cancer. Et j'ai dû aussi, en plus de ce gros travail de deuil et de toutes les difficultés que j'ai connues, j'ai dû désencombrer sa maison qui était excessivement remplie de toute sa vie. Et elle était un peu à l'inverse de moi, pas du tout organisée, elle ne jetait rien. Il y avait toute une vie qui était là dans cette maison. Et donc j'ai dû gérer ça toute seule, avec l'aide de mon compagnon à certains moments et de certains proches, des amis qui sont venus m'aider. Et donc c'était excessivement difficile. Et en même temps, ça a été une thérapie de faire ce désencombrement, de vider vraiment totalement une maison, et de cette vocation d'aider les autres à aussi traverser ce genre de période de transition, qu'elle soit heureuse ou plus difficile. Donc les naissances, les déménagements, les séparations, etc. Et tout ce qui peut s'accompagner, mais également au quotidien de retrouver de la place, du temps pour soi, et de pouvoir vraiment profiter de la vie et de ce qu'on a envie de vivre finalement. Alors, quelques petites statistiques pour te donner une idée, peut-être que tu les connais déjà. Il faut savoir que seulement 30% de nos vêtements sont réellement portés. Certains disent même 20%. Donc, quand tu vois une garde-robe qui déborde partout et que finalement tu ne portes qu'une partie de ce qu'il y a dedans, il y a de quoi se poser des questions et se dire que on peut peut-être vraiment ne garder que ce qui nous plaît, que ce qui nous va. On verra un petit peu plus tard dans la méthode. Donc ça, c'est au niveau des vêtements. Aussi en termes d'électronique, il y a 3 millions de GSM qui dorment dans les tiroirs des Belges. C'est une somme, une quantité mais phénoménale d'objets qui ne sont pas utilisés, de gaspillage, de non-recyclage qui est fait. Et donc ça, c'est les GSM, mais globalement, il y a 46 millions d'appareils électriques qui dorment dans les armoires. Des robots, je ne sais pas, des foreuses, des choses en tout genre que les gens n'utilisent pas et qui donc sont là et qui ne servent à personne, et qui encombrent l'espace de vie, qui encombrent des mètres carrés, qui font perdre de l'argent, qui font perdre de l'espace. Et donc c'est quand même assez... en tout cas, moi, c'est des statistiques qui me donnent à réfléchir. Et du coup, donc avant de rentrer dans la méthode, le plus important, c'est vraiment aussi de passer par une période, un passage d'introspection, de se fixer un petit peu des objectifs, et aussi d'analyser comment on se sent chez soi. Et donc, j'ai 3 questions qui peuvent aider à faire ce travail-là d'introspection. La première question, donc soit tu les écris sur un document, un carnet, sur un Word, peu importe ce qui te parle le plus, avec le quoi tu es le plus à l'aise. C'est vraiment pour t'aider à cheminer sur ce désencombrement. Donc la première question, c'est comment te sens-tu chez toi? Quelles sont les émotions que ça t'évoque quand tu es dans tes pièces de vie? Quand tu n'es pas chez toi et que tu penses à rentrer chez toi, est-ce que c'est plutôt une image agréable, un cocon, un lieu de sécurité, un lieu de plaisir, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de désagréable, quelque chose qui te fait te sentir mal, qui t'étouffe? Voilà, qu'est-ce qui te vient quand tu penses à comment tu te sens chez toi? Donc, prends vraiment le temps de réfléchir à cette question. Ça ne doit pas forcément aller vite, prends le temps qu'il te faut. Ensuite, quelle est ta pièce préférée? Quelle est la pièce que tu évites aussi, et pourquoi? D'essayer de mettre vraiment des mots, quelque chose de précis sur pourquoi tu aimes être dans une pièce. Est-ce que c'est les couleurs, l'espace? Est-ce que c'est le mobilier? Est-ce que c'est la température? Enfin, est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est ce qu'il y a dedans? Et à l'inverse, s'il y a des endroits que tu évites, pourquoi tu les évites? Typiquement, les zones de stockage, les garages, les greniers, toutes ces zones-là peuvent être vraiment désagréables en raison de leur encombrement, en raison peut-être du manque de lumière, ou des odeurs, ou je ne sais trop quoi, ou le fait qu'on ne sache pas passer. Donc c'est important de mettre ça par écrit, et de vraiment, ça permet d'ancrer en fait ce vers quoi on a envie d'aller et ce qu'on veut éviter. Et du coup, dernière question, et là vraiment autorise-toi à rêver, il n'y a pas de limite. À quoi ressemble ton intérieur de rêve? Si tu te projettes, si tu fais un tableau de vision par exemple, ou si tu ferais des collages avec un magazine,
à quoi ressemblerait un endroit où tu dis waouh, là je suis bien, là je me sens bien chez moi. Là, c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai envie de revenir, dans lequel j'ai envie de fonder ma famille ou voilà, de passer du temps. Donc, prends le temps de faire ces questions-là et après ça, on passera à l'étape 2.